Unité 8, la distribution. Dans cette unité, on parle de beaucoup de choses. Des petits commerçants et des grandes surfaces, de l'écolo-marketing et des produits verts, de la distribution, des marchandises et de l'infrastructure. Commençons par les petits commerçants. Piste 1. Une boulangère-pâtissière. Toute boulangerie qui se respecte vend du pain, de la pâtisserie, de la confiserie et des glaces. À Lille, nous avons interviewé une boulangère sur son commerce. Alors, je suis boulangère-pâtissière. J'ai une boulangerie traditionnelle qui date dans les environs 1900, qui est restée dans son état d'origine. J'y vends actuellement de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, glace. Ma clientèle est une clientèle d'ouvriers, en général. Une bonne petite clientèle, de personnes âgées, de jeunes, de moins jeunes, mais clientèle très fidèle. Plus la clientèle de passage, éventuellement. Quelles sont vos difficultés éventuelles? Les difficultés éventuelles, je pense que ce sont les difficultés de tout le monde en ce moment. Malheureusement, je crois que le budget des Français a beaucoup diminué. Donc le chiffre d'affaires et de vente a diminué également. Et de la faute de ça. Alors, quel genre de boulangerie est-ce? C'est une boulangerie-pâtisserie traditionnelle qui date de 1900 environ. Sa clientèle en général, c'est une clientèle d'ouvriers, mais elle a aussi une bonne petite clientèle de personnes âgées, de jeunes, de moins jeunes. En plus, il y a la clientèle de passage. Elle a aussi des difficultés? Ah oui, comme tout le monde en ce moment. Je suis sûr que vous avez remarqué comment la boulangère a exprimé son avis. Je pense que ce sont les difficultés de tout le monde. Je crois que le budget des Français a beaucoup diminué. Piste 2. Un boucher charcutier traiteur. Monsieur Crespel, un boucher de quartier à Lille, vend de la viande, de la charcuterie, des plats cuisinés et des spécialités. Des plats cuisinés, des spécialités. J'adore les spécialités. Les jambons, surtout le jambon de Bayonne. Délicieux. Eh bien, écoutons Monsieur Crespel. Monsieur Crespel, boucher charcutier traiteur. Depuis combien de temps? 35 ans. Qu'est-ce que vous vendez exactement? De la viande, de la charcuterie, des plats cuisinés et des spécialités. Spécialité, c'est par exemple le filet américain maison, le jambon au Porto, divers jambons de pays, c'est-à-dire la Savoie, du jambon de Savoie, du jambon d'Auvergne, du jambon de Bayonne, du jambon des Ardennes, et ainsi de suite. Alors vous pouvez me dire 2 mots de votre clientèle? La clientèle, c'est une clientèle moyenne qui est essentiellement composée de personnes âgées, disons le 3e âge. Une bonne clientèle? Une bonne clientèle, oui. Quelles sont vos difficultés éventuelles? Les difficultés, à l'heure actuelle, depuis quelques années, c'est surtout les marges bénéficiaires. Monsieur Crespel est boucher charcutier traiteur depuis combien de temps? Depuis 35 ans. Et quelles sont ses spécialités? Les jambons, notamment les jambons de Bayonne, mais aussi divers autres jambons. Jambon au Porto, jambon de pays, de la Savoie, d'Auvergne, des Ardennes, et aussi le filet américain maison. Quel genre de clientèle a-t-il? Essentiellement des personnes âgées. Et il a des difficultés? Depuis quelques années, ces difficultés sont surtout les marges bénéficiaires. C'est normal. Le budget des Français a beaucoup diminué, donc le chiffre d'affaires des petits commerçants a diminué aussi. Piste 3. Où faites-vous vos courses? Où faites-vous vos courses? Dans les petits magasins de quartier? Dans les grandes surfaces? Ou plutôt au marché? Toujours à Lille, nous avons interrogé quelques personnes faisant leurs courses. Écoutez ce qu'elles nous ont dit. Prenez des notes, puis répondez à nos questions. Savoir si vous faites plutôt vos courses dans les petits magasins du quartier ou plutôt dans des grandes surfaces ou au marché? Plutôt dans les grandes surfaces, mais quand même pour le complément dans les magasins du quartier. Je vais plutôt en grande surface parce que c'est moins cher. Dans les petits magasins de quartier tous les jours et une fois tous les 15 jours dans les grandes surfaces. Les tout petits magasins, parce que j'y trouve un accueil personnalisé. Les deux. Ma femme fait les grandes surfaces et moi quand il manque quelque chose, je vais dans les petits magasins.
Et pour quelle raison vous allez plutôt dans les petits magasins alors? Parce que c'est à proximité. Et puis c'est plus sympathique. Généralement plutôt ici dans le quartier. Pour quelle raison? Parce que je trouve que ça vaut le coup d'encourager le petit commerce. Est-ce qu'il n'y a pas une différence de prix? Si, c'est légèrement plus cher, mais maintenant que je travaille, je me dis ça vaut le coup de payer un petit peu plus pour maintenir ça. Alors, répondez. Est-ce que les personnes interrogées pensent que c'est plus cher ou moins cher de faire leurs courses au supermarché? Moins cher. Pourquoi certaines personnes préfèrent-elles faire leurs courses chez les petits commerçants du quartier? Elles y trouvent un accueil personnalisé. Oui, et? C'est plus sympathique. Oui, mais il y a aussi une autre raison. Ça vaut le coup d'encourager le petit commerce. Ça vaut le coup. Répétez. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'encourager le petit commerce. Ça vaut le coup de payer un petit peu plus pour maintenir ça. Piste 4. Édouard Leclerc n'est pas un politicien. Le mouvement Leclerc a été fondé par Édouard Leclerc en 1949 dans sa maison en Bretagne. Aujourd'hui en France, le mouvement Leclerc compte 16 centrales régionales, 240 supermarchés, 291 hypermarchés et 60 magasins spécialisés. Vous connaissez la philosophie du mouvement Leclerc? C'est acheter le moins cher possible pour vendre le moins cher possible. En somme, c'est ça la distribution moderne. Dans l'extrait qui suit, vous allez entendre M. Édouard Leclerc. Il parle à ses collaborateurs pendant la réunion annuelle de la SCALEC, la Société d'approvisionnement des centres Leclerc. Et comme toujours, il ne perd pas une occasion de souligner la philosophie du mouvement. Écoutons-le. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, nous voilà à nouveau réunis pour faire le point de nos actions communes, de nos réformes et par conséquent de notre action future. Je me réjouis des décisions qui ont été prises il y a 2 ans. Décisions qui ont amené le groupe à se resserrer et à sécréter de nouvelles directives. Je ne suis pas un politicien. Nous avons notre doctrine, la distribution. Et si nous vivons à travers tous les régimes politiques, de la 3e à la 5e, peut-être à la 6e, c'est parce que notre cap ne change pas, même si nous devons de temps en temps nous séparer de certains collaborateurs qui jouent un capitalisme absurde, condamné à l'avance, comme fut condamné le communisme, le capitalisme d'État. Chers amis, comment se fait-il que ceux qui appliquent rigoureusement notre philosophie réussissent? Il vous appartient à vous d'ouvrir une autre voie, et cette voie-là, je compte bien sur vous, sur mes collaborateurs, sur mon fils Michel qui a compris depuis longtemps que l'idéologie était un atout majeur en ce qui concernait la philosophie de la distribution. Distribuer, c'est gagner peu, mais c'est toujours tenir l'économie en main. Chers amis, d'autres que moi vous diront autre chose.
N'écoutez pas les sirènes. La vraie philosophie, je l'ai depuis plus de 40 ans appliquée. Elle a fait ses preuves. À toutes et à toutes, je vous souhaite, pour les 2 mois qui viennent, une réussite totale et aussi des structures plus solides, plus fermes. Monsieur Leclerc parle de 3 choses. D'abord, il fait le point sur les décisions du groupe, décisions qui ont eu des conséquences positives. Ensuite, il parle de la continuité, de la permanence de son mouvement qui traverse les régimes politiques. Puis il souligne à nouveau la philosophie du mouvement. Distribuer, c'est gagner peu, comme il dit. Et finalement, il souhaite une réussite totale à ses collaborateurs, bien sûr. Piste 5. Que pensez-vous de l'écolo-marketing? Aujourd'hui, dans les magasins et les grandes surfaces, on trouve souvent des produits verts. Nous avons fait un petit sondage sur ces produits et voici ce que pensent les personnes interrogées. La maison verte, des trucs comme ça? Bon, je trouve ça bien. Moi, j'ai déjà acheté maison verte une fois. Mais maintenant, je n'utilise pas le mot livre parce que ça soigne mes mains. Et donc, j'aimerais bien que maison verte fasse quelque chose pour les mains. Je trouve que c'est une publicité mensongère parce que d'abord on ne connaît pas les effets ultérieurs sur l'environnement et on peut faire une publicité comme ça et découvrir plus tard que c'est aussi nocif qu'avec des détergents puissants. Ben, je trouve ça bien, mais moi personnellement je les achète pas parce que je trouve qu'ils sont vraiment trop chers par rapport aux autres et que protéger la nature, il faut que ce soit accessible à tout le monde et c'est pas normal que ce soit si cher. Donc on a qu'à mettre les produits qui sont nocifs plus chers et baisser les prix de ceux-là. Ce serait une bonne idée pour les grandes surfaces. Ainsi, aucune des 3 femmes interrogées n'achète de produits verts. Pourquoi? La première femme interrogée veut un produit de vaisselle qui puisse garder ses mains douces et apparemment, Maison Verte n'en a pas. La deuxième pense que la publicité est mensongère car les gens ne connaissent pas encore les effets ultérieurs des produits verts sur l'environnement. Et la troisième, elle, est pour les produits verts mais elle n'en achète pas parce qu'ils sont trop chers. Elle pense qu'ils devraient être moins chers que les produits nocifs et non pas plus chers. Piste 6. Une société à 100% privée. Philippe Payan est le directeur des ventes de la société Epner, une entreprise de transport et de distribution des marchandises. Dans sa filiale TRN à Lille, il parle d'abord du groupe Epner à notre reporter Christophe Delay. Philippe Payan, directeur des ventes d'Epner dans le nord de la France, dans la filiale TRN à Lille. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter un petit peu le groupe Epner ? Alors, le groupe Epner est un groupe français à 100% privé puisque le capital est détenu par la seule famille Schmitt. L'origine de la société remonte aux années 1920 avec une création d'une agence à Strasbourg, une agence à Kiel. On fait des échanges entre la France et l'Allemagne. Et au fil des années, la société s'est agrandie des 2 côtés de la frontière. L'activité du groupe repose sur 3 activités essentielles. La messagerie internationale, qui représente à peu près 35% du chiffre d'affaires. La messagerie nationale, qui elle représente 50% du chiffre d'affaires. Et l'activité logistique, qui est la petite dernière, qui elle représente 15% du chiffre d'affaires. Il parle un petit peu vite, n'est-ce pas? Je répète à peu près ce qu'il a dit. L'entreprise Epner, c'est un groupe français qui appartient à la famille Schmitt et qui est à 100% privé. Il remonte aux années 1920, à commencer par des échanges entre la France et l'Allemagne. Les activités essentielles du groupe, aujourd'hui, sont au nombre de 3. La messagerie internationale, la messagerie nationale et l'activité logistique. L'activité logistique représente 15% du chiffre d'affaires de l'entreprise, la messagerie internationale à peu près 35% et la messagerie nationale 50%. Monsieur Payan explique plus précisément le travail du groupe, ce qu'il appelle la vocation.
Alors vous êtes spécialisé dans un certain type de transport ou... Alors, notre vocation est avant tout la messagerie. On entend par messagerie le petit colis et jusque 500 kilos, 1 tonne. Au-delà, on passe dans une spécialité affrètement que nous rattachons à l'activité logistique. La messagerie, c'est effectivement de prendre un colis de 12 kilos à Lille et de l'emmener dans les meilleures conditions le plus rapidement possible et au moindre coût, j'oserais dire, aussi bien en Ariège qu'en Allemagne ou en Suisse ou en Angleterre. La vocation du groupe, c'est la messagerie. Le transport des colis. Colis de 500 kilos, 1 tonne. Au-delà, c'est l'activité logistique, une spécialité affrètement. Donc la messagerie, c'est en fait le transport des petits colis de, disons, 12 kilos. Le transport le plus rapide possible d'un colis à destination. Et au moindre coût, d'après Monsieur Payan. Évidemment, au moindre coût. Il y a de la concurrence entre les transporteurs. C'est pour ça qu'il faut travailler au moindre coût. Il faut trouver le bon créneau dans le marché. Il faut savoir travailler en intelligence. Les transporteurs ici sont très nombreux. C'est la guerre un petit peu entre vous ou chacun a sa part du gâteau? Alors, je crois que chacun essaye de trouver le créneau qui est le plus porteur pour développer des produits spécialisés. Je crois que la guerre est un terme un petit peu trop exagéré. Je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut savoir travailler en intelligence. Monsieur Payan croit que la guerre est un terme un petit peu trop exagéré. Il croit qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut savoir travailler en intelligence. Piste 7. Pierre Mauroy, maire de Lille. Pierre Mauroy a été le premier Premier ministre du président François Mitterrand en 1981. Il est maire de Lille depuis 1973 et sénateur depuis 1992. En tant que maire de Lille, il s'occupe du renouvellement et du développement de la ville et de la région tout entière. De son bureau de l'hôtel de ville de Lille, il nous parle de l'infrastructure du Nord-Pas-de-Calais, du tunnel et de la bataille pour faire passer le TGV par le centre de Lille. À propos, comment cela a-t-il commencé? Par une mobilisation générale. Pour le tunnel, pour le TGV, tout le monde s'y est mis. Les politiques, les économiques, les culturels, tout le monde. Pourquoi? Parce que nous étions la grande région industrielle française. Premier pour l'acier, premier pour le coton, premier pour le charbon, premier pour le textile en France. Et puis tout s'est effondré. Alors nous avons la rage de faire en sorte que notre région puisse survivre et puisse rester une grande région française. Pour le tunnel, pour le TGV, tout le monde s'y est mis. Répétez. Les politiques. Les hommes politiques. Les économiques. Les hommes de l'économie. Les culturels. Les hommes dans le domaine culturel. Et les femmes aussi. Enfin, tout le monde. Et pour faire passer le TGV à Lille, ça a été une bataille? Une grande bataille. Vous ne pouvez pas imaginer la bataille pour que le TGV puisse passer à Lille, pour que les TGV puissent se croiser à Lille. Car le TGV devait passer à 10 km à l'ouest de Lille, au milieu des prés. Lille voulait le TGV, pas le TGV à 10 km à côté de Lille, mais le TGV dans Lille, croisement de Londres, Lille, Bruxelles, Paris bien sûr, Lille, Londres. Ça a été une très très grande bataille qui a mobilisé la métropole et qui a mobilisé la région. L'État a accepté de mettre 400 millions, la région et la métropole ont mis les 400 autres millions. C'est beaucoup, hein, pour faire passer un train. Piste 8. Un accord a été conclu. Le 20 janvier 1986, dans ce même hôtel de ville, Margaret Thatcher et François Mitterrand ont signé l'accord pour le tunnel, pour la liaison transmanche. Pierre Mauroy, le maire de Lille, était là bien sûr. J'étais Premier ministre dans un château d'Édimbourg. Pour la première fois, Mme Thatcher, je lui ai parlé du tunnel. Difficile, elle m'a dit non la première fois. L'année suivante, 83, je lui reparlais du tunnel. Elle m'a dit mais peut-être, mais avec un financement privé. Et en 84,
À Fontainebleau, l'accord a été conclu pour un tunnel. Et c'est ainsi qu'en 85, la décision d'établir une liaison trans-Manche a été signée par François Mitterrand et Mme Thatcher, ici dans cet hôtel de ville magnifique, plein de monde, avec tous les oriflammes de la Grande-Bretagne et de la France. L'accord a été conclu en 85 ou en 86? Pierre Mauroy nous a dit en 85. Mais nous avons parlé du 20 janvier 1986. C'était bien le 20 janvier 86 que l'accord a été conclu. Mais vous savez, les hommes politiques ont la mémoire courte.